Je suis le comte de Saint-Germain, et je traverse le temps et l'histoire pour apporter mon message aux hommes. Mon histoire est incroyable, et pourtant, elle est vraie. Des amis m'ont demandé de l'enregistrer afin que tout le monde connaisse la mission que je dois accomplir en France en cette année 1972. Je ne cherche pas à vous convaincre, j'accomplis simplement ce que des forces mystérieuses pour vous me poussent à faire. Nous sommes 12 de par le monde, revenus des fonds du temps. Dans quelques semaines, mon maître par le savoir, Nicolas Flamel, viendra me rejoindre. Maintenant, écoutez, voici mon histoire. Certains ont dit de moi que j'étais immortel. C'est vrai, et c'est faux. Par rapport à vous, oui, je suis immortel. Pourtant, comme vous, je suis mortel. J'ai eu un commencement et j'aurai une fin. Je suis né et je mourrai. Mais le temps qui m'est donné est très grand. Il correspond à plusieurs milliers d'années. Il est tout de même un temps qui m'est imparti comme vous en avez un vous-même. Vous comptez les années par dizaines et moi par milliers. La différence est là. Je suis un grand initié. Aujourd'hui, je dépends de 4 personnes avec lesquelles je suis en communication durant certaines périodes. Pour ceux qui connaissent cet ordre d'idées, je suis un alchimiste, ou plus exactement, un archimiste. L'alchimie est la transmutation des métaux à l'aide de la pierre philosophale. L'archimie est également la transmutation des métaux sans l'emploi de la pierre. Je dispose d'un produit qui me permet de traverser le temps. Je peux ainsi me présenter à vous, vous parler au même titre que je l'ai fait il y a 4 ou 5 siècles sous le nom que je porte encore aujourd'hui, comte de Saint-Germain. Ces mois derniers, à plusieurs reprises, j'ai fait publiquement la preuve de mon pouvoir. Je détiens ce que les hommes appellent la pierre philosophale et que je nomme, moi, poudre de projection. J'ai sous leurs yeux incrédules réalisé le vieux rêve humain, la transmutation du plomb en or. Je ne cherche pas à vous convaincre. Écoutez seulement. Je suis né un jour, oui, il y a 17 000 ans environ. Je viens de ce que les hommes appellent l'Atlantide. L'Atlantide était une île grande comme un continent, située à peu près à l'endroit où se trouve l'océan Atlantique. Les grands prêtres de l'Égypte, discourant avec Solon, l'estimaient aussi vaste que l'Asie mineure et la Libye réunies. Au centre s'ouvrait une plaine immense où était édifiée la capitale, Élion. Élion était une ville magnifique, aux palais et aux temples faits de roches blondes, noires ou rouges, extraites du flanc des montagnes, et traitées artificiellement afin de résister au temps. C'est là qu'habitaient mes parents. Ils n'avaient pas la même structure que la vôtre, leur taille était environ 2 fois plus élevée. Les habitants d'Élion savaient depuis longtemps que le satellite naturel de la Terre allait provoquer le cataclysme le plus épouvantable qui anéantirait l'Atlantide. Ce satellite est remplacé aujourd'hui par la Lune, beaucoup plus petite. Les derniers habitants d'Élion s'enfuirent donc dans des appareils en direction de Mars. Mes parents étaient de ce voyage. Arrivés sur Mars, ils construisirent une base qu'ils appelèrent également Élion, en souvenir de leur ville terrestre. Je n'étais pas encore né, mais je puis vous dire que je suis retourné sur Mars et qu'Élion existe toujours. Dans quelque temps d'ailleurs, nous retrouverons les vestiges de cette base. Mes parents revinrent plus tard sur notre planète avec les mêmes appareils. C'est alors que je naquis, comme je vous l'ai dit, il y a 17 000 ans. Les explications que je viens de vous donner me permettent de vous affirmer une chose. Les appareils extraterrestres n'existent pas. Les soucoupes volantes, comme on les appelle, ne proviennent ni d'une autre planète, ni d'une autre galaxie. Ce sont des appareils terrestres qui ont émigré vers Mars et qui sont revenus sur la Terre. Ce sont vos appareils.
Je suis arrivé dans votre pays, la France, en 1758. Il y a 214 années. Je venais d'Angleterre en passant par l'Allemagne. En Angleterre, j'avais été accusé d'espionnage et mis en résidence surveillée dans mon appartement. Le roi George II pensait que j'avais des rapports avec Charles-Édouard, fils du prétendant au trône sans rival. On avait trouvé une lettre qui me compromettait. Je voulus voir le roi, on me le refusa. Mais le duc de Nefskals dut bien reconnaître mon innocence. J'étais fort connu dans la haute société anglaise. J'étais un compositeur de musique apprécié et mes œuvres étaient publiées chez Monsieur Valls, éditeur dans Catherine Street. Je chantais, je jouais du violon avec talent et mes amis se plaisaient à le reconnaître. Bon, si j'agite cet épisode de ma vie, c'est qu'il m'avait permis de lier amitié avec le maréchal de Belle-Île, également prisonnier et qui devait jouer un grand rôle plus tard. Je quittais donc l'Angleterre pour la Germanie où je poursuivis des recherches sur la chimie des colorants, car j'avais ma terre outre-Rhin, pays du grand quartier général des Rose-Croix, terre symbolique, germe de roses et de lys, où les fleurs poussent perpétuellement dans les jardins philosophiques, dont aucun intrus ne possède la clé. En 1758 donc, j'arrivai dans la capitale française. Mon ami, le maréchal de Belle-Île, m'offrit l'hospitalité. Il m'introduisit bientôt dans les salons de la duchesse de Choiseul à Versailles, en disant que je possédais des secrets sur la fabrication des pierres précieuses. Là, monsieur de Marigny me présenta à sa sœur. C'était la marquise de Pompadour. Je lui fis, ma foi, une très forte impression. Une sorte de légende m'enveloppait déjà. Quoique flatteuse, elle était pourtant fort en dessous de la réalité. On disait que je possédais une fortune fabuleuse, que j'avais le pouvoir d'augmenter l'eau et le poids des pierres précieuses, que je savais les secrets des teintures sur étoffe, que je possédais un produit qui donnait l'éternelle jeunesse. Le cardinal de Rohan, un jour, interrogea Roger, mon valet. « J'ai peine à croire, lui dit-il, que votre maître ait connu le Christ. » Celui-ci lui répondit simplement, « Je ne pourrais l'affirmer. Je ne suis au service de monsieur le comte que depuis 400 ans seulement. » Certains affirmaient que j'étais âgé de plus de 60 ans. Et pourtant, je n'en paraissais pas 40. On citait à ce propos monsieur Morin, secrétaire de la légation danoise, qui prétendait que je n'avais pas vieilli d'un jour en l'espace de 25 ans. Bref, tout ce bruit, grâce aux bons soins de madame de Pompadour, parvint jusqu'aux oreilles du roi Louis XV. J'avais, disait-on, de plus belles boucles de jarretière que lui. Et c'était vrai. Il voulut me connaître. Mon premier entretien avec le roi dura 2 heures d'horloge. Il fut déterminant. Le roi n'était pas convaincu. Il me remit une pièce d'argent et devant lui, je la transmutai en une pièce d'or. À partir de ce jour, le roi me considéra comme son ami. Il me voyait régulièrement. Un jour, il me demanda d'éclaircir une énigme qui le passionnait et sur laquelle butait toute la police du royaume. La voici. Maître Dumas, ancien procureur du Châtelet, avait à 88 ans amassé une fortune considérable dont on ignorait l'origine. On le soupçonnait de magie. On disait que tous les vendredis à 3 heures, un homme monté sur une mule noire venait le voir, et que cet homme, c'était le diable en personne. Un jour, Maître Dumas avait disparu du grenier où il s'enfermait. Et depuis, nul ne l'avait revu, pas plus que l'on avait retrouvé son corps. Le roi me demanda s'il m'était possible, là, dans son cabinet, de lui dire si je savais où Maître Dumas se trouvait présentement, s'il était vivant ou bien s'il était mort. Je me fis apporter une coupelle ayant appartenu au disparu. Je la mis sur mon front, et il n'y eut plus le moindre mystère pour moi. Maître Dumas s'était suicidé. Je le voyais, sous le parquet de son grenier, se cacher un escalier secret. Cet escalier aboutissait à une salle souterraine encombrée de corps nus et d'éprouvettes, son laboratoire. Son squelette gisait au milieu des éclats de verre. C'est là que le vieil homme qui se croyait alchimiste s'était donné la mort. Je demandais que l'on envoyât immédiatement un homme sur les lieux, muni de mes instructions précises, afin qu'il puisse découvrir l'escalier secret. Le roi dépêcha un messager. Lorsque celui-ci revint,
Il confirma. J'avais vu juste. En suivant mes instructions, on avait découvert l'escalier et le laboratoire. Le corps de Maître Dumas était allongé, comme je l'avais vu à distance, au milieu des éclats de verre. C'était donc bien le diable qui venait le voir, me demanda Louis XV. Je lui répondis que votre majesté se fasse Rose-Croix et je soulèverai le dernier voile du mystère. C'était beaucoup d'audace. Le roi refusait les Rose-Croix et même les princes francs-maçons. Il dut cependant convenir que j'avais raison et l'amitié qu'il me portait s'en trouva renforcée. Des liens étroits, et j'ose dire plus qu'amicaux, me liaient à Madame de Pompadour, qui, dois-je le rappeler, était honorée des faveurs royales. Par ailleurs, mes longs entretiens en tête-à-tête avec le roi avaient fait de moi un personnage dont, à la fois, on recherchait le commerce et que l'on redoutait. Il n'était plus question que de moi dans les conversations à la cour, et comme vous devez le penser, j'étais devenu l'homme le plus jalousé. Chez les femmes, un bruit courait, insistant, et qui, je dois le dire, n'est pas dénué de fondement. Je connaissais, disait-elle, le secret des fards. Je savais calculer des produits de beauté qui leur conservaient un teint clair, fort à la mode à cette époque. Et ces produits les maintenaient en état de jeunesse durant de très nombreuses années. Inutile de dire que ces bruits me valaient d'être entouré de toutes les femmes dès que j'entrais dans un salon. C'était à qui essaierait de se faire remarquer, à qui obtiendrait de moi un de ces élixirs de jouvence dont on rêvait. Mais je me gardais bien de satisfaire à ces demandes intéressées. Je me contentais de jouir de ces présences féminines dont j'ai toujours eu besoin tout au long de mon existence. À Madame de Pompadour seule, et par 3 fois, je remis des ampoules d'eau distillée dans laquelle j'avais conservé mon produit. C'est ainsi que je pus la maintenir dans cet état de jeunesse qu'elle garda jusqu'au jour de sa mort. Mes occupations ne m'empêchaient point de poursuivre mes recherches. Monsieur de Marigny m'avait donné son château de la Beauce, qui me servait de laboratoire. Ce château n'était d'ailleurs pour moi qu'un relais entre le monde et le temps. Je m'y employais néanmoins à des expériences sur les animaux et sur les insectes. C'est ainsi que je parvins à obtenir à cette époque un hanneton du poids de 17 kilos. En même temps, le roi, à qui j'avais fait cadeau d'un merveilleux diamant de 141 carats, le Régent, me confiait ces pierres précieuses tachées afin que je fasse disparaître cette tare qui diminuait leur valeur. Je les lui rendais de la plus belle eau et considérablement grossie. C'est ainsi que je contribuais au sauvetage des finances du pays. La jalousie tissait des intrigues autour de moi. C'est une maladie des hommes que je connaissais bien. Aussi je sentais le moment où il me faudrait quitter la France. C'est dans ces conditions que j'acceptais en 1760 de me rendre à Amsterdam comme agent secret du roi. À la vérité, j'avais moi-même suggéré cette mission pour couvrir mon départ et je n'avais nulle intention de revenir. Et il me fallait surtout me rendre en Hollande pour y rétablir l'ordre des Templiers et cet équilibre universel que les siècles avaient refusé. Alors commença pour moi jusqu'à la fin de ce premier passage terrestre sous le nom de comte de Saint-Germain une période d'errance ininterrompue. Je quittai en 1762 la Hollande pour la Russie, où je fus créateur occulte des Rose-Croix dans ce pays. En 1764, j'étais en Italie, à Venise exactement, au milieu de 100 femmes qu'une abbesse me fournit pour mes expériences sur le lin. En 1773, je regagnai le Tibet, dont je vous reparlerai tout à l'heure. Puis, je revins vers l'Europe, en passant par le Liban et la Syrie. Je refaisais le périple accompli en vertu des traditions occultes 5 siècles auparavant. En 1776, je réapparus en Europe, en France. En France, Louis XVI avait succédé à Louis XV et je savais déjà que ce serait la fin d'une époque. Je m'étais installé à Leipzig où l'on m'offrit une fortune en échange de mes secrets. Bien sûr, il ne m'était pas possible d'accepter pareil marché, car je savais que je devrais mourir aux yeux des hommes de ce temps. C'est ce que je fis le 27 février 1784. Mais ma tombe n'enferma jamais que du vide. Voltaire avait dit de moi que j'étais l'homme qui sait tout et qui ne meurt jamais. Il avait raison. 6 années après ma mort officielle, je réapparus. C'était en 1790.
La France était en proie aux convulsions de la Révolution. La Bastille était tombée. Je décidai d'intervenir auprès de la reine Marie-Antoinette. Je lui fis tenir ce billet. Ôtez tout prétexte aux rebelles en cessant de vous associer à des gens que vous n'aimez plus. Abandonnez les Polignac et les gens de sa suite. Ils sont tous voués à la mort et destinés à tomber sous la coupe des assassins de la Bastille. Hélas, je savais qu'elle ne m'écouterait pas. Aussi, à la même heure, Madame d'Adhémar, sa confidente, recevait de moi cette missive. Tout est perdu. Vous êtes témoin que j'ai fait tout ce que je pouvais pour donner un autre cours aux événements. On m'a renvoyé trop tard. J'ai voulu contempler l'œuvre préparée par ce démon de Cagliostro. C'est infernal. Je vous promets de vous rencontrer, mais ne me demandez rien. Je ne puis aider ni le roi, ni la reine, ni la famille royale. Je quittai la France pour Vienne, où les Rose-Croix avaient installé un temple dans la Landstrasse. Je me fis reconnaître par un simple tour de magie, que voici. On me donna sur ma demande une feuille de papier que je coupais en 2 parties égales. Je disposai les 2 feuilles côte à côte et je me mis à écrire avec les 2 mains sur les 2 feuilles à la fois. Je signai chacune de ces pages et priai un des assistants de les appliquer l'une contre l'autre et de les présenter à la lumière d'une fenêtre. Par transparence, chacun put constater que les 2 écritures se recouvraient exactement, sans aucune différence, et semblaient sortir de la même planche à graver. Je dis alors à mes amis, je dois m'en aller. On a besoin de moi à Constantinople. Ensuite en Angleterre, pour préparer 2 inventions qui seront largement utilisées dans le siècle qui vient. Les chemins de fer et les bateaux à vapeur. Dans un proche avenir, les saisons subiront graduellement d'importants changements. Vers la fin de ce siècle, je disparaîtrai d'Europe et me rendrai aux Himalayas. Je reviendrai dans 85 ans. Adieu mes amis. En 1871, l'empereur Napoléon III demanda aux archives de la police de lui confier le dossier secret de ma vie. Il le déposa dans sa bibliothèque. Il voulait le consulter, l'étudier. Il n'en eut pas le temps. Un incendie, aussi soudain que violent, détruisit de fond en comble le bâtiment. Et il dut prendre le chemin de l'exil. 1790-1871. À 4 ans près, j'avais envoyé de la sorte un message au monde. Seuls, les gens initiés le comprirent. Je reviendrai en France. Me voilà. Telle est l'histoire de mes premiers voyages dans votre pays. Encore une fois, je ne cherche pas à vous convaincre. Je dis ce qui fut, ce qui est et ce qui sera. Je suis de nouveau parmi vous. Pourquoi ? Je m'en vais le confier dans ce disque, grâce auquel ma voix pourra se faire entendre à des millions de personnes. Sous Louis XV, je ne pouvais en toucher que quelques centaines. Aujourd'hui, c'est à tout le monde que s'adresse mon message.